Aujourd'hui, c'est dimanche, j'espère que vous avez un peu de temps libre et que votre esprit est libéré des soucis et des problèmes quotidiens. Je vais donc aborder aujourd'hui plusieurs sujets. D'abord, dans quelles conditions peut-on, si possible, voler les présidents des autres? Nous parlerons aussi du débarquement des troupes de l'Union européenne au Groenland et de la réponse de Donald Trump à la menace de la part des alliés de l'OTAN. Les premiers pas ont été faits sur l'échiquier planétaire, je dirais cela ainsi. Comment la bataille entre le nouveau et l'ancien monde influencera-t-elle l'Ukraine, la Russie, Israël et l'Iran? Et enfin le dernier acte du retour d'Ishaq Pahlavi dans un pays mutilé par les islamistes, avec les agents du service fédéral de sécurité de Russie. Donc ils ont décollé. Est-ce que ce sont des fonctionnaires du KGB ou simplement des agents du KGB qui débarquent de Téhéran? Ils travaillent généralement comme fonctionnaires dans les ambassades, dans toutes sortes de représentations. Ils pourraient organiser une fusillade de masse contre les manifestants avec les armes de Biélorussie et étouffer la révolte dans le sang. Il y a déjà plus de 2000 corps sans vie qui jonchent les rues et les places d'Iran. Vers la fin, je vous montrerai comment Donald Trump voit le dôme de protection des États-Unis contre la Chine et la Russie. D'ailleurs, oui. Donc il vous sera intéressant d'apprendre que les ayatollahs exigent des proches des victimes une somme d'argent importante. Mais pour quoi faire? Pour le retour des corps, des dépouilles des Iraniens tués et torturés. C'est ce que vient de rapporter la British Broadcasting Corporation. Les familles des manifestants tués en Iran ont déclaré à la British Broadcasting Corporation que les autorités demandent des sommes importantes pour restituer les corps. C'est-à-dire que nous avons torturé votre mari ici, ou bien votre fils là-bas, il a été torturé, il est mort. Si vous voulez récupérer son corps, alors payez, sinon nous le jetterons dans une fosse avec beaucoup d'autres, ou simplement dans une décharge. Mais revenons au premier sujet de notre reportage. Peut-on violer les frontières d'un État souverain ou non? Si c'est possible, alors comment? Pour qui? Quand? Peut-on désormais voler des présidents? Au cours des 2 dernières semaines, j'ai donné au moins 10 interviews à des Ukrainiens, des Russes, des Italiens, des Canadiens et aussi à nos compatriotes, au cours desquels on m'a posé la même question. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas que la question soit la même, c'est qu'elle est formulée exactement de la même façon, qu'on peut résumer ainsi. Alors maintenant, on peut envahir des États souverains et y faire ce qu'on veut. Cela veut-il dire que les lois ne fonctionnent plus? Maintenant, la Russie, la Chine ou n'importe qui va pouvoir aller où elle veut et kidnapper, disons, des présidents ou n'importe qui d'autre. Je comprends l'origine de cette question, bien sûr, c'est évident, et en même temps, je suis étonné à la fois par sa forme et par son contenu. Attendez, je vais expliquer, laissez-moi essayer de répondre à cette question, qui, à mon avis, contient beaucoup d'imprécisions et d'incohérences. Dans la question, débutons par le mot. Maintenant, cela suppose qu'auparavant, il y avait une époque où il était interdit d'envahir un autre pays pour n'importe quelle raison qui viendrait à l'esprit d'un voisin. C'est-à-dire comme si cela avait été interdit par quelqu'un, comme si, pendant 6000 ans d'affilée, eh bien c'était le destin. À en juger par les récits du livre que, donc, vénèrent trois grandes religions mondiales, l'humanité n'a fait que s'introduire sur des terres étrangères, et là, elle pillait, tuait, détruisait, s'emparait. Je ne dis pas que c'est bien, j'espère que vous comprenez, oui, je dis juste que c'était une vie humaine normale, une pratique habituelle. D'accord, si vous ne voulez pas 6000 ans, d'accord, faisons plus court. Notre histoire moderne, plus ou moins, commence avec la révolution morale qu'a accomplie un homme, il s'appelait Moïse, Mouché donc, et ainsi de suite, qui est parti. Il me semble que c'était pour 2 semaines, mais je peux me tromper. Et il est revenu du mont Sinaï avec une tablette de pierre sur laquelle étaient engravés 10 messages importants de la part de quelqu'un qui avait libéré les Juifs de l'esclavage. L'un des premiers messages disait « Tu ne tueras point ». Le même jour, en découvrant qu'en son absence, les Juifs s'étaient mis à prier une autre divinité, et les Juifs ne les appelaient les pas des dieux, mais ceux qui vivent là-haut.
Donc parfois simplement les Elohim supérieurs ou Elohim, voilà, un seul El supérieur, c'est un seul supérieur, mais Elohim, ce sont plusieurs supérieurs. Comme indiqué dans la Torah, dès la première ou deuxième phrase, il est écrit Elohim, ce qui désigne plusieurs supérieurs, donc au moins deux. Donc après avoir compris ce que cela signifie, il donne de la viande, du lait à manger et même des filles à un autre supérieur. Moïse a ordonné au chef de la garde, Liviu, je crois qu'en russe c'est Livy, oui, de rassembler les oprichniki, ou comme ils s'appellent là-bas, enfin, les gardes. Et puis d'aller à travers le camp, donc, en dégainant des épées tranchantes d'un bout à l'autre, en tuant tous ceux qu'ils rencontreraient sur leur chemin. Alors ils se sont alignés et sont partis, donc ils ont commencé à tuer, il semble qu'ils ont tué. Là, à plusieurs endroits, il est écrit environ 3000 personnes. À mon avis, cela ne ressemble pas vraiment au commandement « tu ne tueras point ». Oui, mais plus personne n'a offert de viande ou de jeunes filles à un supérieur, peut-être seulement en secret, n'est-ce pas? Dans la famille de Livy. Ils ont ainsi reçu le rang de prêtre guerrier en russe et occupé une position particulière au temple. À partir de ce moment-là, et l'acceptation, pour ainsi dire, des 10 commandements, c'est à partir de ce moment qu'ils les ont acceptés, ils ont tout dit, ils ont déclaré qu'ils n'obéiraient plus à personne d'autre, qu'ils obéiraient seulement à votre supérieur, celui qui est si jaloux, si on prie quelqu'un d'autre ou qu'on demande quelque chose à quelqu'un d'autre. Ils s'énervent aussitôt. Environ 3500 ans se sont écoulés depuis ce moment. Ils ont accepté les 10 commandements et l'humanité a mené la guerre durant 93% des 3500 dernières années. Dire qu'après Trump tout change paraît encore une fois un peu naïf. Mais peut-être que la discussion porte sur la période d'après-guerre, c'est-à-dire après la Seconde Guerre mondiale. Depuis 1945, 252 guerres ont eu lieu dans le monde, selon la définition de l'encyclopédie, et il ne s'agit pas de simples escarmouches ou fusillades. Encore une fois, c'est une intrusion dans un pays étranger. On peut dire que cela montre une certaine naïveté de notre part. Oui, maintenant que nous avons discuté des lois, passons maintenant aux lois de l'Organisation des Nations Unies. Trump a-t-il enfreint la loi ? L'Organisation des Nations Unies, qui n'a pas pu empêcher ces 252 guerres, a adopté des lois que personne n'applique, auxquelles personne ne se conforme, sur la non-ingérence dans les affaires intérieures de la souveraineté des pays souverains. Donc, comme toujours, ils ont inclus une exception dans ces lois, mais quelle est cette exception ? Et si eux, l'Organisation des Nations Unies là-bas, ce sont des gars puissants. Les plus forts, les plus musclés, ils sont combien? 5? Bon, disons même 5 de plus. Rejoignez-nous, mais vous recevrez un coup si vous votez autrement. Ce sont ces 5 grands pays musclés. Si eux décident qu'on peut envahir, attaquer, piller ou tuer, alors c'est permis, il n'y a plus de problème et le « tu ne tueras point » ne s'applique plus. Parce que là-bas, il y a 5 types cool qu'on appelle les sages. Chez nous, on les appelle, oui, donc le Conseil de sécurité, ils s'appellent eux-mêmes. Oui, le groupe des grands pays. Ils ont dit, oui, allez-y et tuez-les là-bas, comme des rats, parce qu'ils nous ont vraiment fatigués, ils nous dérangent. Voilà, et on peut faire ça facilement, non? Et la deuxième exception, c'est un énorme trou dans la loi. Cette porte de sortie s'appelle la légitime défense. Donc, rappelons-nous encore une fois la question posée à propos d'envahir. Oui, c'est possible, si le Conseil de sécurité a donné son accord et si l'endroit où tu es entré a fait quelque chose de mal envers toi, de ton point de vue, la réponse à cette mauvaise action s'appelle la légitime défense. L'Organisation des Nations Unies propose... Ils appellent cela proportionnel. C'est bien sûr la chose la plus stupide, et cela n'arrêtera pas la prochaine intervention. Donc la chose la plus stupide, c'est la proportionnalité, répond Akineya. Ici, ils mentent toujours, et font semblant avec les documents de l'Organisation des Nations Unies, alors que tout le monde les comprend là-bas. Les accords d'Helsinki et d'autres traités permettent l'utilisation de la force sur le territoire d'un autre État si une action hostile provient de là et qu'il est impossible de se défendre par d'autres moyens, qu'il est impossible de se défendre autrement, donc il y a des exceptions. Alors réfléchis, depuis l'étranger on te tire dessus, que ce soit des canons, missiles ou pierres avec lance-pierres. Voici la frontière. Voici l'État, mais tu n'as pas le droit de la franchir. Il dit
Je ne peux rien faire. La police, le conseil de sécurité, oui, je ne peux pas, je n'ai pas le temps pour ça. On tire sur toi, tes proches, on tue simplement. S'ils ratent, tant pis, mais parfois non. À toi. Conformément à la décision de l'Organisation des Nations Unies, on peut prendre l'initiative en main. Conformément à la décision de l'Organisation des Nations Unies, tu prends une équipe de gars courageux, les tiens ou d'autres, peu importe, tu tues tous ceux qui essaient de t'arrêter, puisque tu vas faire une bonne action, défendre tout le monde et ceux qui essaient de t'empêcher d'agir. Tu caches ceux qui t'ont tiré dessus, puis tu trouves ceux qui ont tiré, tu les tues tous aussi, et en même temps tu fais exploser la maison du chef local pour qu'il arrête l'agression contre toi la prochaine fois. Et tout cela est absolument légal. Je viens de vous décrire une histoire en Israël. Maintenant, une autre chose. Depuis le territoire de ce pays, ils viennent dans ton pays. Eh bien, disons des raids de bandits à cheval, en char ou peu importe. Même en bateau, comme ces vikings sur leur bateau. En plus, disons une nouvelle variante. Ils transportent de la drogue, tuent des gens, je ne sais pas, violents, volent, prennent quelque chose, tu les attrapes, tu en as attrapé un, tu l'as exécuté, tu l'as mis en prison. Et pendant ce temps, d'autres continuent d'entrer, encore et encore, exactement comme les Vikings, dont il était tout simplement impossible de se débarrasser. Ils ne savent pas faire, mais excellents à apprendre aux autres. Leur spécialité est d'attendre qu'un autre agisse pour ensuite s'approprier son travail. Le gouvernement des voisins reçoit une part du butin, autrement dit, il ne fait rien du tout. À ce sujet, le Conseil de sécurité dit qu'il ne faut pas attiser l'incendie, s'il vous plaît. Et cela dure 1 an, 2, 3, 10, 15, 25 ans, et cela se passe quotidiennement, ou mensuellement, ou annuellement. Toi, tes amis, ton pays sont pillés, et chaque année de plus en plus. Eh bien, les plus jeunes voient Nawak qu'on a volé, qu'il ne s'est rien passé, ils sont venus, ils ont volé, ils ont même tué, quelqu'un a été volé, il ne s'est rien passé. Et le plus important là-bas, eh bien, le prince, là, par exemple, de l'autre côté aussi, c'est un bandit. Et en plus, il en rit. Quand tu viens le voir et que tu lui dis « Écoute vieux, arrête ça, s'il te plaît », il fait « Ha ha ha, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» J'aurais envoyé mes gars ou des mercenaires, j'aurais éliminé la garde de ce type qui rigole, et je l'aurais amené chez nous. Je l'aurais attaché à un poteau, complètement dénudé, et je l'aurais laissé là jusqu'à ce qu'il crève. J'aurais aussi permis aux enfants de lui jeter des pierres et j'aurais gardé une caméra allumée en permanence tout le temps qu'il meurt. Et dès qu'il serait parti rejoindre son pote, celui à qui il priait, j'enlèverais le suivant au pouvoir et je l'attacherais au même poteau. Et ainsi, chacun dans ce royaume est cet état. Ceux qui n'ont pas compris qu'il ne faut pas venir chez nous, eh bien, il ne faut pas venir chez nous. Ici, on vole, on amène, on attache à ce poteau, on déshabille et on empile des cailloux pour que les enfants jouent. Non. Il attend là jusqu'à mourir. Je n'ai pas décidé si je vais le nourrir. Évidemment, je vous le raconte avec des embellissements. Mais j'ai raconté l'histoire de Maduro, à qui on a dit 100 fois que ça n'irait pas très bien, que ce ne serait pas fameux, et lui, il agitait son poing en l'air, ce bouc. De plus, à cause de la drogue qu'il nous amène, et ce type-là, ce minable, je ne sais pas, il y en a d'autres aussi. Eh bien, des gens meurent chez nous à cause d'eux, que puis-je dire? Il y en a pas mal qui meurent. Oui, à cause de ce royaume-là en particulier. Dans l'importation, seuls 10% sont concernés. Sur 150 000 morts par an, 15 000 sont dus à eux, ceux de Maduro. Et nous aurions pu, selon le principe de l'Organisation des Nations Unies, en tuer autant au Venezuela, comme ils disent, nous avons 15 000 morts, ils ont 15 000 morts, mais nous n'avons pas fait cela. Nous, l'Organisation des Nations Unies exige, propose, nous persuade. Nous n'avons tué que 100 gardes vénézuéliens et 2 ou 3 douzaines de gardes cubains qui étaient simplement sur notre route et nous empêchaient donc de rencontrer Maduro. Et pour qu'il ne s'ennuie pas, on a aussi pris sa femme pour, disons, le punir. Nous voulions qu'il partage la cellule avec sa femme 24 heures sur 24, vous imaginez, avec sa propre... Il va la tuer, c'est certain. Une autre affirmation était que maintenant, la Russie et la Chine, n'importe qui pourra, et ainsi de suite.
C'est-à-dire qu'avant cela, la Russie n'avait pas envahi la Crimée, la Géorgie, la Moldavie et n'avait pas bombardé Grozny. Et la Chine n'avait pas tué des milliers de musulmans, les Ouïghours, il me semble. Et elle n'avait pas non plus envahi le Tibet, où elle a également massacré la moitié de la population, et en général, elle était toute blanche et innocente. Mais maintenant, après que Donald Trump ait fait cela, maintenant ils vont tous se déchaîner. Et l'Iran ne soutenait pas le Hezbollah, le Hamas et les Houthis, et le Venezuela ne soutenait pas Cuba, et la Chine ne soutenait pas la Corée du Nord. Avant Donald Trump, ils étaient tous des anges, maintenant. Quelle horreur, il les a juste pervertis. Ils ont soudain réalisé que c'était en fait Zia, alors qu'avant, ils pensaient que ce n'était pas Zia. Enfin, sur ce sujet, nous avons au moins partiellement résolu le problème du Venezuela, mais pas totalement. Oui, là-bas, nous n'avons pas bombardé les villes ni tué des centaines de milliers de personnes comme la Russie en Ukraine. En Géorgie et en Ukraine, nous n'avons pas commis de génocide, contrairement à la Chine. Nous n'avons pas empoisonné, nous n'avons pas organisé d'organisations terroristes, nous n'avons fait aucune explosion de bus terroristes et nous n'avons pas tiré sur des enfants dans les écoles et les jardins d'enfants. Vous vous souvenez qui fait cela ? Oui, nous avons enlevé la personne qui donnait les ordres et seule sa garde a été blessée. Et c'est justement cela qui constitue une violation des lois et des règles. C'est exactement ce que disent les lois. Donc, ils ont instauré une ère de relations chevaleresques, et nous les avons enfreintes, nous avons rompu les relations chevaleresques entre les pays. Eh bien, messieurs, on peut dire que l'époque des crimes commence dans le monde entier à cause de Trump. Que faire ? J'ai une proposition. Envoyez cette vidéo à vos amis et à ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, qu'ils écoutent et écrivent leur avis. Un coup porté à l'Europe. Je veux faire une déclaration, elle ne plaira pas à beaucoup de gens, mais vous pouvez me répondre dans les commentaires. Donc l'Europe devra répondre de ses paroles. Laissez-moi le redire encore une fois, l'Europe devra répondre de ses paroles. Messieurs, vous, j'aime ce que nous faisons, messieurs les Européens. Je veux dire, cela fait plus de 70 ans que nous vous protégeons, nous dépensons de l'argent et nous sacrifions la vie de nos gars. De nos gars, vous devriez en fait nous remercier. Il n'est pas nécessaire de le faire 5 fois, mais au moins une fois par jour est essentiel. Si vous essayez de mordre la main qui vous nourrit, nous vous enverrons balader, comme on dit, avec quelques lettres bien connues de l'alphabet. Nous disons que pour défendre notre pays, nous devons atteindre la frontière du Groenland. Nous pensons que c'est nécessaire. Je rappelle que nous protégeons aussi bien vous que nous-mêmes. Ce n'est pas une obligation, mais un besoin de nous protéger également. C'est nécessaire pour nous. Au lieu de dire « cher, respecté ou non, aimez-nous ou pas, cher ». Merci à vous, Américains. Merci pour ce que vous avez fait pour nous, à commencer par l'aide à la victoire contre le fascisme, puis l'aide à la victoire contre le bolchevisme. Et toutes ces années où vous dépensiez votre argent pour la défense, alors que l'Europe, nous dépensions l'argent libéré pour le social de notre population naturelle, sans rien vous payer, à vous les États-Unis, pour nous avoir protégés. Voilà ce que l'Europe devrait dire maintenant, à mon avis, mais ce n'est que mon avis. Nous voulons faire tout notre possible pour vous aider, à la place que ce troupeau de porcs ingrats franco-britanno-allemands. Ils ouvrent la bouche et disent que nous sommes des fascistes parce que nous avons proposé d'acheter à l'Europe une île que l'Europe n'utilise pas, ne protège pas, et où nos ennemis se sont installés. Ne pensez-vous pas, messieurs les Européens, que vous ne comprenez pas qui rend service à qui et qui entretient qui? Et voilà que 8 pays européens ont soudain envoyé un contingent de défenseurs du Groenland pour le protéger des États-Unis.
Les membres de l'OTAN ont envoyé un membre de l'OTAN pour protéger un autre membre, enfin un membre, contre le patron de l'OTAN, contre le dirigeant, contre celui qui finance l'OTAN, contre celui qui est le seul à vraiment exister. Pardon, il y a aussi la Turquie dans l'OTAN. Donc même si c'est symbolique, même si c'est un nombre ridicule de militaires, je ne sais pas comment les appeler, mais c'est au lieu de dire « merci ». Ils nous ont montré le majeur du pied gauche et ont annoncé au monde entier qu'ils allaient en défendre le Groenland contre nous jusqu'à la dernière goutte de sang groenlandais. Eh bien, ça rappelle un peu l'Ukraine. D'accord, vous voulez provoquer, vous voulez jouer avec les symboles. Très bien, voilà un coup de matraque symbolique sur votre portefeuille, bien réel. Dernière minute. Ce soir, Donald Trump affirme que la paix mondiale est menacée à cause du Groenland. Il affirme que la Chine et la Russie veulent ce territoire et que le Danemark ne peut rien y faire, les accusant de n'avoir pour défense que 2 attelages de chiens. Il a aussi affirmé que le Royaume-Uni et d'autres pays européens, comme la France et l'Allemagne, se sont rendus au Groenland pour des raisons inconnues, les accusant de représenter un danger. Il est donc vital, dans l'intérêt de la paix universelle et de la sécurité internationale, que les mesures les plus fermes soient prises afin que cette situation potentiellement extrêmement dangereuse soit rapidement et définitivement résolue sans aucune question supplémentaire. À partir du 1er février 2026, tous les pays susmentionnés, à savoir le Danemark, la Norvège, la Suède, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Finlande, seront soumis à un droit de douane de 10% sur absolument toutes les marchandises expédiées vers les États-Unis d'Amérique. En plus du droit de douane que vos constructeurs automobiles, vos viticulteurs, vos fabricants de machines-outils, vos créateurs de mode payant déjà, ajoutez encore 10% à la caisse et vous deviendrez immédiatement non compétitif. Vous pensez que les voitures en Corée du Sud et au Japon sont moins bonnes que les vôtres ? Vous pensez que le vin d'Australie, d'Espagne et surtout notre vin national n'est pas pire ? Donc, nous pouvons boire du rouge. Pas de la vallée de la Loire, mais d'Afrique du Sud ou de la vallée de Napa, près de San Francisco. Mais messieurs, pour que vous n'ayez aucun doute, nous n'aimons pas vraiment quand quelqu'un qui nous doit quelque chose. Voilà comment l'Europe se comporte, comme une ingrate, une pute, enfin une pute, pas au sens hébraïque du terme, comme une messagère mais dans le sens purement russophone, où ce mot signifie prostituée. Mais je veux le redire, nous ne sommes pas comme ça, et nous ne sommes pas comme ça. C'est très sérieux et c'est pourquoi les tarifs vont augmenter. Quant à quel point les 25% seront là et y resteront jusqu'à ce que nous nous mettions tous d'accord sur le Groenland et que vous enleviez au diable le vôtre. Alors, il y a combien de personnes là-bas ? Il y a 35 militaires héros, un du Royaume-Uni, un de la Finlande et d'autres, venant aussi de pays très puissants, qui tous ensemble ne peuvent pas résister à la bande criminelle russe pauvre et misérable. Cela fait déjà 4 ans que ça ne va ni dans un sens ni dans l'autre. Le 1er juin 2026, le tarif sera augmenté à 25%. Ce tarif devra être payé jusqu'à ce qu'un accord sur l'achat complet et définitif du Groenland soit conclu. Prise de contrôle. Je pense que nous voulons acheter ce terrain. Nous avons acheté la Floride à l'Espagne, la Louisiane à la France, l'Alaska à la Russie et proposons maintenant d'acheter le Groenland. Si c'est au Danemark, alors au Danemark, d'accord. Et tous ceux qui nous ont utilisés comme un bouclier, qui nous ont exploités non seulement sur le plan militaire, mais aussi par le biais d'un commerce pas très honnête, en n'autorisant pas nos produits sur leur marché. Je veux dire, vous tous, essayez au moins une fois dans l'histoire d'être honnête. Si vous le pouvez, bien sûr, oui, ce qui est difficile à croire. Voici leur réponse. Honnêtement, je dirais que c'est une véritable catastrophe pour Sir Keir Starmer et le gouvernement travailliste qui ont tant misé sur le développement de ces soi-disant relations spéciales étroites avec Donald Trump. Mais ils sont également partagés entre le désir de préserver ces relations et celui de défendre l'OTAN, ainsi que de soutenir un allié européen très proche au Danemark.
Nous avons vu ces dernières semaines, depuis que Donald Trump a reparlé du Groenland et de sa volonté de s'en emparer, soit par une sorte d'invasion, soit par un achat. Sir Keir Starmer lui a parlé plusieurs fois au téléphone et lui a dit qu'il reconnaissait l'importance de renforcer la sécurité dans l'extrême arctique. Ensuite, quand il s'est adressé aux alliés européens, a eu des conversations téléphoniques avec le président Macron de France, le chancelier Merz d'Allemagne, au cours desquelles il leur a dit qu'il était très important que nous travaillions tous ensemble et que nous renforcions la sécurité dans l'extrême arctique. Récemment, un voyage en Scandinavie a renforcé ce message, suivi d'un événement étrange. La Grande-Bretagne annonce l'envoi d'un seul. Un officier militaire s'est rendu au Groenland pour participer à des exercices de reconnaissance dans le cadre d'une importante mission d'entraînement internationale de l'OTAN, qui n'a pas encore été officiellement présentée et dont l'annonce a été faite cette semaine. Il semble que c'est précisément cela que Donald Trump veut dire lorsqu'il énumère toutes ces nations qui s'apprêtent à se rendre au Groenland, mais affirme que c'est pour des raisons inconnues. Et il joue à un jeu très dangereux. Il semble surprenant que les États-Unis n'aient pas été au courant de ce que faisaient les Européens là-bas. Étant donné que tout l'enjeu était d'essayer de montrer à Donald Trump qu'il n'avait pas besoin de prendre le Groenland pour assurer sa sécurité, que les Européens et les autres membres de l'OTAN étaient prêts à contribuer, à renforcer et à aider à protéger le Groenland. Cependant, le message est très agressif envers le Royaume-Uni et tous les autres partenaires européens cités dans sa déclaration. Et l'impact économique des tarifs, bien sûr, c'est quelque chose qu'aucun gouvernement ne voudrait, surtout un gouvernement qui a placé la croissance économique au centre de ses priorités. Le Royaume-Uni impose déjà un tarif de 10% sur la plupart des importations américaines au premier cycle. Les droits de douane de Donald Trump, d'abord très élevés puis réduits, rendent incertaines leurs conséquences exactes pour nous. Mais il dit qu'à partir de juin, ce tarif de 10% passera à 25%, et qu'il ne pourra pas prendre complètement le contrôle du Groenland. Je comprends qu'il y a de la panique en Europe. Ils ont décidé qu'envoyer des soldats au Groenland, c'était une belle idée, un geste symbolique, ça sonnerait bien dans leur pays. Ils pourront, depuis la tribune, crier qu'ils se moquent de l'Amérique, qu'ils résistent à Trump, mais messieurs, avec Trump, il faudra répondre de ces paroles. Il faudra assumer ce qu'on dit. D'ailleurs, je suis déjà furieux. D'ailleurs, ils ont vendu Israël, trahi les refusniks, ils ont trahi l'Union soviétique et l'Amérique. Je veux que vous remarquiez un fait intéressant. Sur le territoire du Groenland vivent 56 à 57 000 personnes dont, comme nous l'a indiqué le recensement, 85 à 90% sont des habitants locaux. Les Inuits qui ressemblent à ceux-ci, et 10 à 15% de Danois. Et maintenant, regardez une manifestation contre l'Amérique qui a proposé de donner 100 000 $ à chaque habitant du Groenland. Voyez-vous un Inuit sur cette photo? Ils forment 90% de la population là-bas. Sur l'île, je ne suis même pas sûr qu'on leur ait dit qu'en échange de changer le drapeau sur l'île, ils recevraient 100 000 $ américains par personne et qu'une famille de 10 personnes recevrait 1 million de dollars américains. Voici une affiche écrite en anglais dans les mains des défenseurs du Groenland qui demandent à Donald Trump de ne pas leur prendre l'île. Sur l'affiche, il est écrit « Trump, tu as besoin d'un psy, pas du Groenland ». C'est-à-dire que les Danois, les Britanniques, les Français, les Finlandais ont besoin du Groenland, mais Trump, lui, aurait besoin d'un psychiatre parce qu'il veut ce même Groenland, là où eux, en secret, ont mené pendant de nombreuses années un programme visant à éradiquer la population locale. D'ailleurs, la dernière fois qu'ils ont opéré une fille pour qu'elle ne puisse pas avoir d'enfant, c'était il y a 100 ans par erreur, et j'en ai déjà parlé en 2018. Donc Trump dit que pour l'organisation de la défense de l'Amérique du Nord, qu'il appelle le Dôme d'Or, le Groenland est nécessaire. Voyons ce que cela signifie. Le président Trump a confirmé que les États-Unis souhaitent contrôler le Groenland, jugeant cette île essentielle au nouveau système de défense américain.
le dôme doré et que tout le reste est inacceptable. Quel sera le rôle du Groenland dans le dôme doré et comment ce système de défense fonctionnera-t-il? Voici l'essentiel à savoir. Donald Trump a clarifié ses propos sur l'importance de ce territoire autonome danois pour la défense mercredi 14 janvier sur TRUTH Social. Les États-Unis ont besoin du Groenland pour leur sécurité nationale. C'est vital pour le dôme doré que nous construisons. L'OTAN doit nous ouvrir la voie pour que nous l'obtenions. Si nous ne le faisons pas, la Russie ou la Chine le feront à coup sûr. Et cela, nous ne le permettrons absolument pas. L'OTAN devient beaucoup plus redoutable et efficace si le Groenland est entre les mains des États-Unis. Donald Trump a annoncé le Dôme d'Or en mai 2025. Le projet, inspiré du dôme de fer israélien, utilisé avec succès par un allié des États-Unis depuis près de 15 ans et démontré lors de sa guerre de 12 jours avec l'Iran, l'année dernière, Donald Trump a estimé que la nouvelle incarnation des États-Unis nécessiterait la somme colossale de 175 milliards de dollars pour fonctionner pleinement pendant 3 ans après l'achèvement total de la construction. Le Dôme d'Or pourra intercepter des missiles lancés de n'importe où, même de l'espace, incluant hypersoniques, balistiques et de croisière avancées. Tous seront détruits en vol. Selon l'ingénieur aérospatial Ian Boyd de The Conversation, la vision de Donald Trump sur le Dôme d'Or est opportune et essentielle, car les États-Unis font face à de nouvelles menaces nécessitant une défense adaptée. Les adversaires des États-Unis, comme la Chine et la Russie, ont développé ces dernières années des missiles hypersoniques manœuvrables qui menacent les systèmes actuels de défense antimissiles des États-Unis. Selon Boyd, le système doit détecter les menaces de missiles dès leur lancement. Un réseau mondial de capteurs terrestres, maritimes, aériens et spatiaux, répartis géographiquement, est nécessaire pour couvrir toutes les phases des trajectoires de missiles sur des centaines ou milliers de kilomètres. Il affirme que, idéalement, le Dôme d'Or reposera sur des intercepteurs placés pour protéger les actifs vitaux des États-Unis contre des missiles avancés. Des intercepteurs placés stratégiquement peuvent intercepter les menaces à chaque étape du lancement du missile à sa phase finale. Le Groenland serait donc idéal pour ces intercepteurs. Cette île peu peuplée offre beaucoup d'espace pour installer des capteurs et des intercepteurs, et sa position au milieu de l'Atlantique Nord et de l'océan Arctique constitue un emplacement stratégique pour la détection précoce des missiles. Mais sommes-nous uniquement intéressés par le dôme doré? Dans les entrailles du Groenland se trouvent d'importantes réserves de terres rares, d'uranium, de minerais de fer, ainsi que de germanium et de gallium, nécessaires pour les puces, l'électronique et l'industrie militaire. En effet, ces ressources peuvent fortement réduire notre dépendance à la Chine pour l'approvisionnement en terres rares et métaux. Pour les hautes technologies, le Groenland peut devenir une base pour la production de microcircuits et d'accélérateurs, d'aimants à haute fréquence, de technologies de défense. Nous ne voulons pas construire tout cela à l'étranger. Si le Groenland reste à l'étranger, nous voulons le construire sur le territoire des États-Unis. Le Groenland peut, en raison de ses basses températures, devenir un lieu d'implantation de centres de données énergivores, et je vais faire une supposition, de centres de production d'électricité utilisant, disons, des technologies nucléaires. D'ailleurs, en plus de l'achat formel, des accords d'association libre entre les États-Unis d'Amérique et le Groenland sont également en discussion. La rentabilité de la plupart des projets est faible, mais c'est un investissement à long terme pour sécuriser l'approvisionnement et réduire la dépendance envers des adversaires potentiels comme la Chine. Des Américains viendront travailler au Groenland, ainsi que des provinces canadiennes souhaitant quitter le Canada, comme l'Alberta. Par exemple, les services d'ingénierie, la cybersécurité, les logiciels et les télécommunications lors du passage de l'Union européenne aux États-Unis seront assurés par des entreprises américaines. De plus, le contrôle de l'infrastructure au Groenland permettra aux États-Unis d'influencer le transit des marchandises entre l'Europe et l'Asie. Il existe aussi des risques économiques. Jusqu'à 80% du territoire est recouvert de glace. L'infrastructure est presque inexistante, la saison de travail est assez courte. La logistique est coûteuse, ce qui augmente en réalité considérablement les investissements initiaux et les dépenses ultérieures.
il y a un risque de rester coincé dans des projets inachevés nécessitent des subventions continues. Au Groenland, la résistance à l'extraction de l'uranium est forte. Et cela, si un pays de l'Union européenne peut arrêter les projets. En d'autres termes, c'est un investissement dans un avenir qui pourrait ne jamais arriver. Cet avenir sur lequel nous comptons, c'est un risque commercial et politique. Et si, par exemple, un substitut aux terres rares apparaît, cela transformera les projets arctiques extrêmement coûteux en projets déficitaires. Et pourtant, le jeu en vaut la chandelle. Ne serait-ce que pour éloigner la Russie et la Chine de nos côtes, pratiquement de sous notre nez. C'est tout. Très bien, alors je vous souhaite une bonne fin de dimanche, passez un bon moment, demain commence une nouvelle semaine, je suis sûr qu'elle sera absolument merveilleuse. Et parfois je lis les commentaires et j'écoute les interventions. Des socialistes, des fascistes et d'autres anti-Trump, et je me demande où je pourrais en trouver un intelligent parmi eux. Je veux dire, pour discuter, écouter leur logique, leur base d'arguments. Mais il faut bien sûr quelqu'un qui ne vienne pas de la rue, pas juste quelqu'un qui veut discuter comme ça. Mais quelqu'un qui a déjà une chaîne, qui est écouté par pas mal de gens, qui a des abonnés, qui a déjà, comme on dit, expliqué et montré son point de vue à plusieurs reprises pour qu'on puisse débattre avec ce point de vue. C'est-à-dire quelqu'un qui a prouvé qu'il sait expliquer des choses et qui essaye d'expliquer, ça de mon point de vue, c'est sans preuve, mais tout est possible. Alors, mesdames et messieurs, encore une fois, passez une bonne fin de week-end et à la prochaine.